Quatrième observation, la question du pétrole et de l'eau. Je crois que c'est deux questions majeures aujourd'hui. Je vous ai dit que 60% du pétrole, des ressources, des réserves mondiales se trouvaient au Moyen-Orient, ce qui est évidemment une source de fascination pour les grandes puissances consommatrices, c'est-à-dire pour les grandes puissances industrielles, qui en sont souvent plus ou moins privées. C'est 30% du gaz mondial, au niveau des réserves aussi. Et par contre, c'est une zone où l'eau manque. Donc autant de choses qui créent toutes les conditions pour de multiples conflits, de multiples guerres, de multiples affrontements. Soit de notre fait, soit de ces peuples entre eux. De notre fait parce que les grandes puissances ont toujours voulu récupérer pour eux les ressources énergétiques qui leur étaient nécessaires et qui leur sont toujours nécessaires pour leur propre développement aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans tous ces coins du monde? On y fait des choses avec une certaine cohérence. On veut récupérer les richesses des autres, on fait la poche des autres pour pouvoir mieux vivre nous. Il faut partager. Moi je répète toujours cette idée de partage parce que quand même, si on fait un peu d'histoire de la pensée politique ou d'histoire de la pensée religieuse, toutes les grandes philosophies du monde, toutes les grandes religions du monde ont toujours développé au moins une partie de leur réflexion sur le partage. C'est basique. Pour le pétrole, pas question. Ces pays ne raffinaient pas, ils vendaient du brut. Progressivement, ces pays, et ils ont bien raison, commencent à procéder à du raffinage et à donc à obliger le monde occidental qui consomme beaucoup de pétrole de passer par eux. Certains pays ont des pétroles plus riches que d'autres et donc sont plus indispensables que d'autres. Il y a le problème des oléoducs. Il faut bien que le pétrole circule si on veut le récupérer pour nous à travers un certain nombre de pays qui sont évidemment bénéficiaires de ce transit du point de vue financier, mais qui aussi sont l'objet de pression de la part de ceux qui ont peur que ces oléoducs ne laissent plus passer ce pétrole. Les intérêts, là encore, s'imbriquent dans tous les sens. Les grandes compagnies pétrolières sont là, et ce sont les principales responsables de ces conflits, les États étant leurs auxiliaires, que ce soit la France avec Total ou Elf, que ce soit les Américains avec leurs différentes compagnies, que ce soit les Britanniques, etc. On peut prendre par exemple les exemples des différentes grandes crises pétrolières. Il y a la crise des années 70 qu'on a appelée le premier choc pétrolier. C'est intéressant parce que j'ai suivi un bon moment l'évolution de la révolution libyenne, à l'époque, à la grande époque, disons, de Kadhafi. À l'époque, il était vomi par tout le monde, occidental. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer cette mutation, alors qu'il est toujours là? La première crise pétrolière est largement due à la politique libyenne. La révolution libyenne avait eu lieu, les Libyens tapaient sur la table, et ils ont entraîné derrière eux d'autres pays pétroliers, et ça a provoqué un boom sur le prix du baril, qui a coûté cher à l'Occident, pas trop longtemps, parce que les Américains ont immédiatement dévalué le dollar, ce qui leur a permis de réduire leurs factures. La situation s'est aggravée par la suite avec l'arrivée de pays comme le Venezuela dans le cadre de l'organisation pétrolière, le cartel des pays pétroliers. Mais par contre, avec la Libye de Kadhafi, par exemple, après 10 ans d'embargo, ou presque, 11 ans, les sociétés pétrolières américaines et britanniques et même françaises ont négocié avec Kadhafi. Et quand Kadhafi a accordé des concessions d'exploration pétrolière dans le désert libyen, tout allait beaucoup mieux. L'embargo a été levé, Kadhafi n'est plus mis en cause très souvent, sauf quand il vient ici, mais c'est fait partie du folklore. Ça va bien. Maintenant, avec la Libye, on investit en Libye, les Italiens y vont, les Australiens y vont, on investit. Ça devient un pays très développé, une sorte de petite Suisse du monde arabe. Petite population, beaucoup de pétrole, tout va bien, pas de problème. Si on capitule, pas de problème. L'Occident récompense au moins les dirigeants de ces pays. Donc ce que je veux dire, c'est que ce pétrole est une question clé, mais qui commence à être doublée d'une autre question qui est celle de l'eau. Alors l'eau, c'est encore plus grave, puisque le Moyen-Orient a peu d'eau. Les inégalités de puissance entre les États voisins sont lourdes de conséquences parce que chaque État s'efforce de détourner à son profit l'eau.
et c'est une sorte de poupée russe, Mariochka. Les plus puissants détournent l'eau de ceux qui sont un peu moins puissants, les moins puissants détournent ceux qui sont vraiment très faibles, et ainsi de suite. Et au bout du terme, évidemment, on n'a plus d'eau du tout. Et Israël joue les grands rôles dans ce domaine, parce que c'est un des pays les plus puissants de cette région du monde, notamment militairement, et il détourne de l'eau en masse, au détriment des Palestiniens, mais pas seulement. Alors que, par exemple, on remonte en 1948 pour cela, le comte Bernadotte, qui représentait les Nations Unies, avait élaboré un plan de gestion de l'eau déjà de cette région, du Jourdain notamment, et de ses affluents, pour essayer précisément d'éviter des heurts entre Palestiniens, pays voisins et Israéliens. Ce plan n'a jamais été mis en œuvre, de 1948. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'eau est récupérée par les Israéliens, qui pratiquent une politique d'irrigation massive, alors que l'eau est rare, et qui s'inquiètent de ne plus en avoir, parce que notamment, par exemple, le lac de Tibériade a un niveau qui baisse régulièrement, et en conséquence, la situation est préoccupante, mais elle est préoccupante encore plus pour tous les autres. Ce qui veut dire que là encore, s'il n'y a pas de partage de l'eau dans cette région du monde, il y aura conflit, guerre, violence, tout ce que vous voulez, intégrisme, violence de toute nature. Et là encore, qui doit intervenir dans ce domaine-là? Théoriquement, il y a des organismes qui sont faits pour cela, notamment les Nations Unies. Et j'étais au Conseil des droits de l'homme il y a un mois, au moment du débat sur les massacres de Gaza. Et je suis intervenu à raison de 2 minutes, puisque les ONG ont 2 minutes pour s'exprimer. Les États ont 5 minutes, les ONG ont 2 minutes. Il faut aller très vite, personne ne l'entend, donc, mais on dépose le document, donc il sera lu au moins par quelques-uns. Ça a été une séance extrêmement significative. Les États-Unis de M. Obama ont pratiqué une intervention tout à fait digne des États-Unis de M. Bush. Il n'y avait pas un iota de changement dans la position de soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. La majorité des États du Sud ont soutenu les Palestiniens. Et la France n'est pas intervenue du tout. Mais c'est l'Union européenne qui est intervenue par le délégué suédois, puisque la Suède présidait l'Union européenne à ce moment-là. La position de la Suède et de l'Union européenne, donc de nous, à l'occurrence, c'était de dire, écoutez, on apprécie le rapport Goldstone, puisque c'était ce rapport qui analysait les crimes de guerre d'Israël dans la zone de Gaza, de manière très sérieuse, après des centaines de témoignages recueillis, d'enquêtes sur place, etc. Mais nous pensons que peut-être, étant donné le besoin de négociation qui existe entre Israéliens et Palestiniens, c'est un rapport trop sévère, trop rigoureux, peut-être vaudrait mieux le laisser dans un coin et repartir sur des bases sans tenir compte du passé, le passé immédiat, puisque c'était les 1500 morts de Gaza, les milliers de blessés, avec des armes tout à fait particulières, avec des destructions de biens matériels, économiques, qui n'avaient rien à voir avec des biens militaires. Et sur ce terrain, Gaza, qui peut être solidaire d'Israël à propos de Gaza? Il faut vraiment être fort. Il y a eu, je crois, 13 victimes israéliennes et à peu près 1500 victimes palestiniennes. Et parmi les 13 victimes israéliennes, 4 soldats israéliens ont été tués par des tirs israéliens eux-mêmes. Le reste, ça ne fait plus beaucoup de monde. Alors, sans que l'on puisse faire une comptabilité des massacres, on voit à peu près quelle était la situation des uns, la situation des autres. On ne peut pas dire tout le monde est criminel. Même si le rapport Goldstone a dit il y a eu aussi crime de guerre, parce que quand on tire des roquettes contre des populations civiles, il y a crime de guerre. Mais à l'évidence, pour Gaza, cette population de 1 500 000 habitants enfermée dans une petite enclave, bouclée de tous les côtés, par le ciel, par la mer, par les frontières terrestres, bombarder et détruire à l'intérieur de cette population qui ne peut même pas s'en aller ailleurs, qui ne peut même pas fuir, à l'évidence c'est un crime de guerre et peut-être sans doute un crime contre l'humanité. Mais qui ne relèvera de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de volonté politique des grandes puissances de faire passer les Israéliens devant la Cour pénale internationale, pas de volonté des grandes puissances de mobiliser le Conseil de sécurité qui seul peut prendre des décisions concrètes pour sanctionner Israël, pas de volonté politique de l'Union européenne qui pourrait suspendre des accords commerciaux avec Israël dans la mesure où il y a dans les textes européens la possibilité de suspendre les accords commerciaux lorsqu'il y a violation des droits de l'homme dans un pays partenaire.